Bonjour, bonjour. Alors, nous voici réunis pour une petite vidéo avec un petit livre. Bon, j'ai trouvé intéressant, je me suis dit pourquoi pas. Devant les marguerites. Alors, je tiens beaucoup à mes massifs de marguerites, en hommage à Sainte Rita, dont le prénom était Margarita. J'aime beaucoup prier cette sainte, notamment pour la guérison, la paix dans la maison, la paix dans le ménage, la paix tout court aussi. Je pourrais peut-être parfois m'interrompre lors de la lecture, il se peut, car nous sommes en plein travaux des champs et il y a beaucoup de camions qui passent. Des tracteurs. Donc voilà, nous sommes à la campagne, mais là c'est le travail des agriculteurs, des tracteurs, donc c'est normal qu'ils fassent leur travail. Dans ce cas, je les laisse passer, c'est pas très grave. C'est important. C'est le grenier de la France. Voilà, il faut bien faire du pain. Alors cette année, ouais, il y a du blé, donc là il y a du blé, j'ai vu qu'il y avait du blé, et c'est dommage, si j'ai le temps, ils ont planté du lin, pas très loin, des graines de lin, et alors c'est absolument magnifique, c'est d'une beauté, les graines de lin, c'est, le champ entier est bleu-violet, c'est waouh. Allez, c'est parti. Donc, vous verrez la vie dans le massif de marguerites, des marguerites. J'ai 4 massifs. C'est une plante vraiment assez simple à faire pousser. Enfin bon, je dis toujours ça, puis ça demande quand même 4 tonnes de travail. Donc, ce livre... Comment la pensée se réalise dans la matière? Omram, Mikhail Aïvanhov. Je vais vous lire la 4e de couverture. Vous avez des idées, et elles sont magnifiques, c'est entendu. Mais avez-vous vraiment des résultats? Non. Cela prouve que vous devez encore travailler pour faire descendre ces idées jusque dans la matière. Eh oui, voilà la question. Il faut les faire descendre, car ces idées vous laisseront mourir de faim et de soif si vous ne savez pas comment les concrétiser par des actes. Il ne suffit pas d'avoir des idées. Beaucoup de gens en ont. Mais ils vivent de telle sorte qu'il n'existe jamais de communication entre ces idées et leurs actes. Il faut un intermédiaire, un pont. Et cet intermédiaire est le sentiment. C'est à travers le sentiment que les idées prennent chair et os pour se réaliser dans la matière. Je me suis dit que ce serait intéressant justement de comprendre, d'essayer de comprendre, parce que comprendre tout court, ça fait un peu prétentieux, enfin bon bref. Allez, c'est parti. Il faut revenir sans cesse sur cette question de la pensée, ce qu'elle est, comment elle travaille, comment elle se réalise dans la matière et quelles sont les conditions nécessaires pour qu'elle se réalise. Beaucoup de choses dans la vie dépendent de la bonne compréhension de cette question. Si elle n'est pas claire, un grand nombre de problèmes resteront sans solution. Certains spiritualistes, ayant lu quelque part que la pensée est une force toute puissante, sans avoir bien étudié dans quel cas c'est vrai et dans quel cas ça ne l'est pas, se lancent dans des exercices de concentration pour obtenir des résultats dans le plan physique, et comme ils ne les obtiennent pas, ils sont déçus.
Mais, même s'ils se concentrent pendant des années, ils n'arriveront à rien parce qu'ils n'ont pas bien étudié la question. La pensée est toute puissante, c'est vrai, mais pour comprendre en quoi consiste sa puissance, il faut savoir dans quelle région et avec quels matériaux elle travaille. Comment elle influence d'autres régions, puis d'autres encore, jusqu'à descendre dans la matière. La nature a établi des lois. Alors pourquoi l'homme devrait-il perdre tellement de temps et de force pour enfreindre ces lois? Si vous voulez faire venir un morceau de sucre du sucrier jusqu'à votre bouche, vous aurez beau vous concentrer, il ne bougera pas. Et vous serez découragé, déçu. Tandis que, regardez, prenez-le avec la main, mettez-le dans votre bouche, et ça y est, pas d'histoire. La nature nous a donné une main pour saisir les objets. Mais vous direz, mais alors, que doit-on faire avec la pensée? Avec la pensée, on peut réaliser des choses beaucoup plus importantes. Seulement, il faut connaître sa nature, son mécanisme et savoir comment elle travaille. La pensée est une force, une énergie, mais c'est aussi une matière très subtile qui travaille dans une région très éloignée du plan physique. Prenons l'exemple des antennes. Vous avez vu des antennes radio ou de télévision, quelque part sur un toit ou au sommet d'une tour, et vous savez qu'elles servent à capter des ondes, des vibrations. Depuis le temps qu'elles sont là, sont-elles recouvertes d'une matière? Ont-elles gardé un dépôt de ce qu'elles ont capté? Non. Elles n'ont changé ni de poids, ni de volume. Elles ont bien reçu quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas matériel. Il faut toujours un point de départ matériel pour produire des ondes. Mais les ondes elles-mêmes ne sont pas matérielles. Donc, les antennes captent des vibrations, certaines longueurs d'onde, puis les transmettent à des appareils de toutes sortes qui, à leur tour, transmettent ces mouvements à d'autres appareils qui déclenchent alors des phénomènes physiques. Ou encore, supposez qu'il y ait une boule, là, par terre. Avec la main ou à l'aide d'un objet, je la frappe. Et en la frappant, je lui communique une énergie. Je ne lui ai rien communiqué de matériel, mais cette boule se met à rouler parce qu'il y a eu transmission d'une énergie qui l'a mise en mouvement jusqu'à épuisement de cette énergie ou rencontre d'un obstacle. Ces exemples peuvent vous faire comprendre que les pensées que nous formons ne touchent pas encore la matière dense, visible. Elles ne touchent et ne font vibrer que ce qui se rapproche le plus de leur nature, c'est-à-dire les éléments les plus subtils qui existent en nous ou chez les autres. Donc, notre pensée se communique exactement comme l'énergie motrice se communique à la boule. La pensée en tant qu'énergie, vibration, force, est perçue par certains centres qui sont munis d'antennes. Ces antennes, situées dans le cerveau ou même plus haut, dans le plan éthérique, se mettent à vibrer et à transmettre des messages aux autres appareils. À ce moment-là, dans tout le corps, il se produit des enregistrements, des déclenchements, des circulations de force d'énergie. Évidemment, on ne le voit pas et il est inutile de s'attendre à voir des résultats dans le plan physique. Mais un changement s'est produit dans le plan subtil. Et maintenant, si l'on fait en sorte que la communication puisse avoir lieu avec d'autres régions plus denses, d'autres appareils beaucoup plus grossiers,
on arrivera au rétablissement complet de tout le système de contact et de communication. Comme dans une usine, regardez, tout est branché, tout est prêt. Il y a juste un bouton, là, un simple bouton sur lequel il suffit d'appuyer. Comme il est relié à une quantité de rouages, de circuits, de transmission, toutes les machines se mettent en marche. Si on arrive à réaliser un branchement analogue dans l'être humain, la pensée peut immédiatement produire des résultats tangibles dans la matière. Mais si la communication n'est pas établie de façon correcte, d'un plan à l'autre, la pensée ne peut pas tout de suite agir. Il y a des trous, des zones mortes, le courant ne passe pas. La pensée que l'homme projette agit déjà dans sa région en haut et elle met en marche des appareils d'une grande subtilité. Mais elle ne peut rien produire dans le plan physique tant que les relais de transmission ne sont pas installés. Dès qu'on établit la communication, les énergies circulent et peuvent produire des résultats dans la matière. À ce moment-là, oui, la pensée est puissante. Elle est magique, elle se manifeste en plénitude. Maintenant, pour que ce soit clair, sachez que lorsqu'on dit que la pensée se réalise, c'est absolument vrai. Mais il faut comprendre comment. Prenons l'exemple d'un homme qui devient un voleur. Tout d'abord, il se contente d'imaginer. « Ah, mais il me suffirait de me faufiler là, d'allonger le bras, blablabla, blablabla. » Il n'a pas encore tellement le désir ni le courage de le faire. De temps en temps seulement, il s'adonne à ses pensées. Il imagine la scène, les circonstances, la foule dans le métro ou un grand magasin, et sa main qui se glisse dans une poche, un sac ou sur un rayon. Mais cela reste encore dans le plan mental. Il ne fait rien. Il en est incapable. Seulement voilà. Comme cette pensée s'est enregistrée, elle déclenche certains rouages dans le plan astral et, de là, se ferait son chemin pour descendre jusque dans la matière. Et la matière, ici, pour notre voleur, c'est l'acte, le geste, l'application. Tout d'abord, c'est comme s'il ne se passait rien. Ce que trame cet homme reste invisible en apparence. Il est honnête, intègre, mais déjà sa pensée est descendue dans le plan du sentiment. Il commence à désirer ardemment sa réalisation, et cette réalisation ne va pas tarder. Les communications, les branchements sont en train de se faire. Et voilà qu'un beau jour, sa main s'empare tout naturellement d'un portefeuille ou d'un objet. Donc, vous voyez, sa pensée qui était très haut dans le plan mental est descendue dans le plan astral, le plan du désir, et de là dans le plan physique. Comment peut-on dire alors que la pensée ne se réalise pas? Prenons encore un exemple. Un homme est doux, pacifique, idéaliste. Quand on lui donne une gifle, il tend même l'autre joue. Alors, il y a un tracteur qui passe. Mais voilà qu'un jour, en lisant des ouvrages historiques, il tombe sur les idées de certains penseurs, de certains hommes politiques du passé qui ont bouleversé la société et entraîné les foules dans toutes sortes d'aventures. Il se prend de passion pour eux, se nourrit de leurs œuvres et devient de plus en plus audacieux. Enfin, il s'inscrit dans un parti. Il commence à agir. Il devient capable de persuader, d'entraîner les autres, et le voilà à la tête d'une révolution dans son pays.
Tout a commencé par des idées, des théories, une philosophie. Donc, comment nier que la pensée est d'une puissance formidable? Elle est invisible, elle n'arrive pas à faire bouger un morceau de sucre, mais elle peut soulever des millions d'hommes. La pensée passe à travers les murs et les objets sans laisser de traces. Et pour qu'elle agisse sur la matière, il faut construire des ponts, c'est-à-dire toute une série d'intermédiaires. Faites-la passer par ces intermédiaires et vous verrez qu'elle est capable d'ébranler l'univers en entier. C'est le sens de la phrase d'Archimède. « Donnez-moi un levier, je soulèverai la terre. » Le levier était cet intermédiaire. Il faut toujours un intermédiaire, et la pensée n'est puissante et agissante qu'à condition qu'on la fasse passer par des intermédiaires qui lui permettent de descendre jusque dans la matière. Vous avez des idées. Elles sont magnifiques, divines même, c'est entendu. Mais avez-vous vraiment des résultats? Non. Cela prouve que vous devez encore travailler pour faire descendre ces idées jusque sur le plan physique. Et oui, voilà la question. Il faut les faire descendre, vous dites. J'ai des idées. Bravo! C'est très bien. Mais ces idées vous laisseront mourir de faim et de soif si vous ne savez pas comment les concrétiser par des actes. Il ne suffit pas d'avoir des idées. Beaucoup de gens en ont, mais ils vivent de telle sorte qu'il n'existe jamais de communication entre ces idées et leurs actes. Il faut un intermédiaire, un pont, et cet intermédiaire est le sentiment. À travers le sentiment, les idées prennent chair et os et viennent toucher la matière. Le sentiment est donc ce levier capable d'agir sur la matière. La pensée, trop lointaine, trop subtile, passe sans rien pouvoir toucher ni faire vibrer. Elle ne peut toucher que nos antennes, nos appareils les plus subtils, qui sont situés très haut dans le domaine de l'esprit. Pour atteindre la matière, l'esprit doit passer à travers l'âme, c'est-à-dire à travers l'intellect et le cœur. Je peux vous expliquer cela par analogie, à l'aide d'un phénomène que vous connaissez tous. L'action du soleil sur l'air, l'eau et la terre. Le soleil chauffe l'air et la vapeur d'eau qui constitue l'atmosphère. L'air chaud tend à s'élever, créant des zones de basse pression, tandis que l'air froid se comprime, se tasse contre le sol, créant des zones de haute pression. Alors, des hautes pressions vers les basses pressions circulent les vents. Quand la différence de pression s'accentue, les vents deviennent très violents et il peut se produire des tornades et des ouragans dévastateurs. De plus, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des océans, des mers, des lacs, des rivières s'évapore et monte. Lorsque l'air atteint un état de saturation, la vapeur d'eau se transforme en pluie ou en neige et les averses et les torrents agissent sur la terre et modèlent le relief. Chaque jour, ces phénomènes atmosphériques se produisent sur toute la surface de la Terre et leur cause, c'est le soleil. En nous, le soleil correspond à l'esprit, l'air à la pensée, l'eau au sentiment, la terre au corps physique. Lorsque l'esprit agit sur la pensée entraîne à son tour le sentiment et le sentiment se jette sur le corps physique pour le faire courir, gesticuler, parler. Donc, le corps physique se meut sous l'effet du sentiment. Le sentiment est éveillé par la pensée et la pensée naît sous l'influence de l'esprit. Ce mécanisme est là, chaque jour sous nos yeux, sous l'influence de l'air.
L'eau modèle la terre, lui donne des formes, la sculpte. Certains endroits se comblent par alluvions, d'autres s'effritent et sont emportés dans la mer, ainsi de suite. De même, par son esprit, sa pensée, l'homme peut agir sur le corps physique, mais à condition de mettre l'air et l'eau entre les deux. L'air représente ici le système nerveux et l'eau représente le sang. Le système nerveux règle la circulation du sang dans l'organisme et le sang dépose certains éléments, en enlève d'autres et façonne ainsi le corps physique. On peut étudier ce sujet de manière plus détaillée, mais pour aujourd'hui je vous indique quelques grandes lignes. Moi, c'est l'idée générale qui m'intéresse. Et on peut en tirer cette conclusion. Si l'être humain savait interpréter et appliquer dans sa vie intérieure ce processus naturel normal de l'action du soleil sur la Terre, par l'intermédiaire de l'air et de l'eau, il pourrait opérer de grandes transformations en lui et en dehors de lui. Voilà en quoi consiste la puissance de la pensée. Alors, on va changer de place et je vais continuer la lecture.